Nous allons passer à la prochaine mini-conférence par Jean-Philippe Beaulieu, qui n'est pas là avec nous ce soir. C'est une conférence qui a été préenregistrée. Donc Jean-Philippe Beaulieu, il est directeur de recherche CNRS, leader de l'équipe qui a découvert la première super-Terre froide en 2006 et montré qu'avoir une planète, c'est la règle pour les étoiles de notre galaxie. Il est co-investigateur principal de la mission Ariel qui sera lancée en 2029. Et justement, il va nous parler d'Ariel et des atmosphères d'exoplanètes. Bonsoir à tous, bienvenue pour une des dernières contributions de la Nuit de l'Astronomie à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Ce soir, nous allons finir par parler un petit peu de missions spatiales, à savoir les missions spatiales à venir, le James Webb, la mission Ariel, et voir ce qu'en fait ils peuvent nous apporter sur les exoplanètes. Parce qu'évidemment, nous avons vécu un âge d'or pour l'amélioration des connaissances sur les exoplanètes, mais franchement, ce n'est vraiment que le début. Ce qui va se passer dans les 15 prochaines années sera vraiment très intéressant. Nous, par contre, je vais commencer par un disclaimer, à savoir ce que l'on ne va pas faire avec le James Webb et Ariel. Je crois que là, évidemment, la question numéro 1, c'est la question de la vie dans l'univers. Tout le monde pose la question de savoir est-ce qu'il sera possible de détecter de la vie sur des autres planètes. Alors, justement, je vous préviens tout de suite, en fait, ce n'est pas ce qu'on va pouvoir faire avec le James Webb et Ariel, mais comment peut-on découvrir, en fait, à un jour peut-être, de la vie sur une autre planète? Alors ça, on peut parler donc de James Lovelock, qui est un peu le père de l'astrobiologie moderne, qui a dit que l'histoire d'une planète est indissociable de l'évolution des organismes vivants sur cette planète. Ça veut dire que la présence d'une vie sur cette planète changera la composition de son atmosphère en y contribuant par rapport à une planète qui serait stérile. Et ces changements seraient détectables même à des distances astronomiques. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est observer l'atmosphère de la planète et voir si on peut trouver quelque chose dans l'atmosphère de cette planète. Et parce qu'en fait, les atmosphères évoluent au cours du temps. La Terre, il y a quelques milliards d'années, juste après avoir été formée, était très, très, très différente d'aujourd'hui. Pour la première atmosphère, bon, il y avait beaucoup d'hydrogène, du CO2, donc l'atmosphère de la Terre était extrêmement différente de ce que l'on a aujourd'hui. Donc, ça, c'était donc il y a 5 milliards d'années. Et puis, regardez la Terre aujourd'hui, c'est quand même très différent comme monde. Et là, on a une atmosphère qui est composée avec de l'azote, de l'oxygène, de l'eau, du dioxyde de carbone, de l'ozone. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. L'atmosphère a vraiment énormément évolué. Et dans le cas de la Terre, les organismes vivants ont eu un rôle en fait extrêmement important. Donc, si on regarde juste l'évolution de la production d'oxygène au cours du temps, évidemment, c'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui. Les différents petits organismes qui se sont développés sur Terre ont contribué à la formation, à la présence d'oxygène dans notre atmosphère. Donc tout d'abord les prokaryotes, puis les eucaryotes. Donc petit à petit, donc pendant les 2 premiers milliards d'années d'histoire de la Terre, donc on a eu une augmentation de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère de notre planète. Et puis ensuite, donc des êtres de plus en plus compliqués jusqu'à arriver aux invertébrés et nous. Donc, la Terre a son atmosphère qui a évolué grandement au cours du temps, que ce soit par les processus physico-chimiques, mais aussi, dans ce cadre-là, par l'apparition de la vie. La Terre, on peut la regarder de l'extérieur, donc c'est ce qui a été fait par exemple avec la sonde Voyageur. Donc là, on a la Terre qui est un petit point bleu très très loin, à 6 milliards de kilomètres. Et si on prend un spectre de l'extérieur, donc un spectre de l'atmosphère de notre Terre, ben regardez, donc un spectre, c'est-à-dire c'est l'énergie distribuée en fonction de la longueur d'onde, et les différentes molécules vont creuser des trous dans ce spectre. Et là, donc, on voit, par exemple, ce trou ici qui est lié au CO2, il y a de l'absorption qui est liée à de l'eau, ici à l'ozone. Donc, le fait de le regarder de l'extérieur, on peut avoir une information sur ce qu'il y a dans l'atmosphère de notre planète sans avoir besoin d'aller y mettre le pied. Donc évidemment, on peut continuer ce genre d'observation sur les autres planètes du système solaire. Voilà, par exemple, donc des spectres Vénus, la Terre et Mars vus de l'extérieur. Donc on peut avoir des informations sur
les atmosphères de ces planètes en les regardant de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On n'a pas besoin d'être sur place pour arriver à avoir des informations. Et évidemment, vous avez bien entendu avec les différents talks qu'il y a au moins une planète par étoile dans notre galaxie. C'est-à-dire qu'il y a des planètes absolument partout. Et puisqu'il y a des planètes absolument partout, évidemment, en tant qu'astronome, on entend dire la seule chose qui m'intéresse, c'est découvrir la vie sur une planète. Alors, quand est-ce que vous allez découvrir la vie? Est-ce que c'est habitable? Si c'est habitable, c'est habité. Enfin, ça, c'est ce que l'on entend tout le temps. Donc, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va dire les choses de manière extrêmement simple. Il est très important de faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, avant d'aller poser le pied sur la Lune, il faut d'abord faire décoller un avion, l'avion des frères Wright, par exemple, ensuite traverser la Manche. Donc, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire, même si à terme, les études des atmosphères vont peut-être nous renseigner sur la présence de biomarqueurs dans une planète en orbite autour d'une autre étoile, on ne commence pas avec ça aujourd'hui. Et ça, on n'en fera rien avant, je dirais, 2040-2050. Donc voilà, même avec les machines les plus puissantes que l'on peut imaginer, ce serait extrêmement difficile à faire. Donc on va commencer par étudier les planètes, apprendre sur les planètes et apprendre un petit peu la physico-chimie de leur atmosphère pour comprendre comment ces mondes fonctionnent. Donc ces milliers de planètes connues à ce jour ont été découvertes par un grand nombre de projets, que ce soit des satellites ou des opérations au sol. Le satellite Kepler ayant été celui qui a découvert le plus grand nombre de planètes à ce jour. Et donc, on a découvert une diversité extraordinaire de mondes. Et ce sont des mondes que l'on n'a pas dans notre système solaire. Donc, par exemple, les Jupiters chauds, c'est-à-dire une planète gazeuse, plus 300 fois la masse du Soleil, de la Terre, en orbite autour d'une étoile sur une orbite très proche. Donc une planète qui sera très chaude. Il y a aussi, parmi les trucs, les objets vraiment particuliers, on va citer les super-terres. Ce sont des objets de quelques masses terrestres qui peuvent être aussi soit froids, soit très très chauds, comme par exemple Corot 7, un petit cocorico puisque ça a été découvert par une équipe française, qui est une planète, la température de surface est de 2500 Kelvin. Donc ce sont des choses qu'on n'a absolument pas dans notre système solaire, ce sont vraiment des mondes extrêmement particuliers. Donc on a découvert aussi des mondes comme ça, des super-terres très chaudes, d'autres qui sont de différentes températures. On a aussi toute une population de planètes gazeuses qui sont de la famille des Neptunes. Ce sont des planètes gazeuses qui peuvent être de quelques masses terrestres jusqu'à les 40 masses terrestres, avec donc un cœur, probablement, une atmosphère étendue, avec une composée d'hydrogène, d'hélium, de méthane, de vapeur d'eau, etc. Et toutes ces planètes, quelles que soient les masses de ce que l'on découvre, on les découvre aussi soit très proches de leur étoile chaude, soit finalement sur des orbites plus lointaines. Parmi les objets aussi qui, je trouve, c'est bien l'imagination, il y a le concept de planète-océan. Ce seraient des objets où il y aurait une très grande abondance d'eau, donc des objets qui feraient quelques masses terrestres qui seraient couverts par des océans. Voilà, donc ça, c'est un petit peu c'est juste une vue très rapide un peu de la diversité des mondes que l'on a observés ou dont je conjecture l'existence. Et à ce jour, comment on arrive à avoir des informations sur ces objets-là? Donc on mesure les masses et les rayons. Ce sont quand même les deux choses de base. Alors, je vais souligner sur la mesure de rayon. Donc la mesure de rayon, ça se fait en regardant un transit d'une étoile, d'une planète devant son étoile. Une petite planète va faire un transit qui sera d'amplitude plus faible qu'une grosse planète. Donc vous voyez la luminosité au cours du temps qui diminue pour une petite planète et pour une grosse planète sur le diagramme ci-dessus. Et ce que l'on peut faire, c'est quand il y a un transit comme ce que vous voyez là, on peut l'observer et prendre des spectres. En prenant un petit spectre, pendant cet instant-là, et en faisant une mesure différentielle, on peut avoir des informations sur ce qu'il y a dans l'atmosphère de la planète. Alors, ce qui est vraiment pas simple, c'est que vous voyez, une planète va faire une baisse de flux de, allez, par exemple, 1%, 2%, mais la contribution de l'atmosphère est beaucoup plus petite. C'est-à-dire ce sont des effets de 0,05%, 0,1%. Donc, ça veut dire que ce sont des baisses qui sont extrêmement ténues. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va faire des spectres pendant un transit pour essayer de voir
de prendre un spectre de cette atmosphère, ce qui nous dira quelle est la composition chimique de l'atmosphère, ses profils de température, de pression, etc. Donc, avec les planètes, plus la planète est grosse, plus la mesure est facile, et plus elle est chaude, en gros, plus elle est facile. C'est évidemment un peu simpliste comme façon de présenter, mais en gros, il faut commencer par ce qui est mesurable aujourd'hui en poussant les instruments aux limites de leur performance. Donc là, vous avez donc un Jupiter chaud qui a été observé en transit en 2007 avec le télescope spatial Hubble. Et donc ça, c'est le premier spectre qui a été observé à ce jour. Donc là, pendant le transit, là, vous voyez une absorption en fonction de la longueur d'onde. C'est-à-dire si il n'y avait pas de molécules dans l'atmosphère, tous les points noirs, ici, qui sont les mesures, seraient alignés. Là. Et on voit, ça fait des espèces de vagues. Cette espèce de vague, vous voyez, donc les points noirs qui sont distribués comme ça, vous disent qu'il doit y avoir quelque chose dans cette atmosphère. Et ce que l'on peut faire après, c'est on peut modéliser cette atmosphère pour essayer de voir quelles sont les molécules qui y sont présentes. Et ici, s'il n'y avait que de l'eau dans l'atmosphère de cette planète, les calculs disent que le spectre aurait cette forme-là, la courbe bleue que vous voyez. Et s'il y a de l'eau et du méthane, ben voilà, en fait, vous voyez la courbe rouge. Donc voilà, ça c'est en fait les premières suggestions de détection d'eau et de méthane dans une atmosphère de Jupiter chaud. Ben, il faut savoir que ce genre de mesure est extrêmement difficile. Et on peut dire qu'il y a eu des débats scientifiques constructifs pendant quelques années. Donc, si vous regardez les articles, c'est quand même, il y a quand même pas mal de discussions. Mais à ce jour, tout ça maintenant est quand même bien stabilisé parce que maintenant que la mesure peut se faire de manière plus routinière, nous avons détecté des molécules dans les atmosphères d'environ 50 planètes. Je vais juste vous donner un exemple pourquoi c'est très intéressant. On va parler, il y a une catégorie de planètes qu'on appelle les super-Terres ou mini-Neptune. Ce sont des objets de 5 fois la masse de la Terre. Ces objets sont vraiment particuliers parce que regardez, ici vous avez un objet environ 2,5 fois on va dire deux rayons terrestres. Quelle est exactement sa composition? De quoi elle se fait? Et en fait, juste en ayant la masse et le rayon, ben, on ne sait pas. Là, par exemple, une mini-Neptune et une super-Terre pourraient avoir des rayons similaires, des masses similaires et des atmosphères extrêmement différentes. Donc, pour arriver à savoir exactement quelle est leur nature, il faut observer leurs atmosphères. Et donc, en faisant ces petits spectres pendant les transits. Alors, la prochaine machine qui va nous... Alors, ce genre de mesure se faisait beaucoup avec le télescope spatial Hubble, avec le télescope spatial Spitzer. Ça se fait aussi depuis le sol, mais c'est quand même toujours difficile. Et le prochain vraiment grand changement va venir avec le lancement du James Webb. C'est un télescope de 6,50 m de diamètre qui a coûté presque 10 milliards de dollars, qui va être lancé par une fusée Ariane 5 un peu plus tard cette année. Donc, le James Webb, vous voyez, donc son miroir 6,50 m qui sont composés de différents éléments, avec des boucliers thermiques et puis l'instrumentation qui est derrière. Le James Webb, ce n'est pas uniquement pour les exoplanètes. Il y a aussi les cosmologues qui vont l'utiliser. Donc, c'est une machine qui va observer sans doute au maximum 300 jours dédiés aux exoplanètes pendant sa vie, donc il pourra observer quelques dizaines de planètes. Le dernier grand projet sera la mission Ariel de l'Agence spatiale européenne. Alors, il faut savoir, d'abord, Ariel, c'est l'esprit de l'air dans la tempête de Shakespeare. C'était l'état d'esprit dans lequel le nom a été choisi. Bon, évidemment, Ariel, ça peut être aussi de la lessive, la petite sirène, etc., un ange, un satellite anglais, ou un satellite de planète géante. Voilà, mais il faut savoir que quand le nom Ariel a été choisi, on pensait à Shakespeare, parce que ce sont nos amis anglais qui y ont pensé. Ariel, donc, c'est une mission qui est la 4e mission moyenne de l'ESA, donc une mission à hauteur de 450 millions d'euros, dont le lancement est prévu en 2029, qui a été sélectionnée au sein de processus compétitifs par l'Agence spatiale européenne. Donc, la mission est menée par l'Angleterre, avec Giovanna Tinetti comme PI, des contributions de 15 pays, et la France est un partenaire très important, puisque nous sommes responsables de la fourniture d'un spectrographe qui couvrira la plage de longueur d'onde de 2 à 8 microns. Donc ici, vous voyez le satellite Ariel qui est posé
sur ces 3 boucliers thermiques pour le protéger de la lumière du soleil, faire en sorte qu'il puisse réaliser des mesures de manière extrêmement stable. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps. Comme c'est une mission européenne, ça veut dire que l'Europe contribue, les différents pays contribuent différents éléments. Donc, comme je vous ai dit, nous, ce sera le spectrographe. Le télescope sera fourni par l'Italie, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment tous les pays d'Europe et toutes les industries d'Europe contribuent à la construction de ce satellite. Ariel va observer 1000 planètes. Pendant la durée de sa mission, qui sera, on espère, donc de 4 ans, et sans doute une mission étendue par la suite. Ça répondra déjà, par rapport à observer quelques dizaines de planètes, là c'est vraiment un grand relevé, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir comprendre de manière globale comment fonctionnent les exoplanètes. Quelles planètes ont des nuages? Est-ce qu'elles ont gardé une atmosphère d'hydrogène et d'hélium? Quelle est leur composition, la composition chimique de leur atmosphère? Quelle est la structure thermique? Y a-t-il des nuages? Voilà. Donc tout ça, ça va être fait en utilisant 3 types d'observations. Donc d'abord 1000 planètes que l'on va observer rapidement dans le cadre d'un survey, et ensuite on va faire des observations plus précises sur un lot, peut-être environ 500 planètes, et puis ensuite il y en a d'autres qui seront observées de manière extrêmement répétée. Voilà. Et pour finir, je dirais lancement 2029, et évidemment le plus important, ingrédients, ce sont les jeunes scientifiques qui travaillent aujourd'hui avec nous et qui seront donc les fers de lance de l'analyse au moment où la mission sera lancée. Voilà, donc là, voilà une équipe justement d'une vingtaine de jeunes scientifiques que nous avions emmenés travailler sur les atmosphères d'exoplanètes. Je vous avais dit qu'il y avait 50 exoplanètes dont les atmosphères avaient des molécules détectées à ce jour. Et il y a 9 planètes dont les atmosphères ont été détectées par le groupe de jeunes que vous voyez ici. Donc c'est pour dire vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Voilà, et je termine en disant que nous vivons un âge d'or des exoplanètes, surtout pour la période 2020-2035, et maintenant nous sommes vraiment dans l'étude de leurs atmosphères. Quelques dizaines vont être observées par le JWST, et ça va vraiment complètement changer notre compréhension des exoplanètes. Il y aura un premier grand relevé qui va être fait avec Ariel, notre mission européenne, avec 15 pays de l'Europe, plus une contribution de la NASA, et cette mission sera lancée en 2029. Voilà. Ben, merci à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée également, si vous nous entendez. Merci depuis le passé. Et oui, quand on regarde dans l'espace, on voyage dans le temps. Effectivement. Effectivement, voilà. Une question qui me vient à l'esprit, c'est un télescope comme Ariel, combien ça coûte ? Le coût total à l'ESA est de l'ordre de 450 millions, donc ce qui ne comprend pas les salaires, par exemple, des scientifiques et de pas mal d'ingénieurs qui y travaillent. Ce qui fait que c'est comparable aux missions américaines qui sont de l'ordre de 600 pour la même classe de millions, de missions, je veux dire. Mais c'est l'ordre de grandeur. D'accord. Mais les ingénieurs sont bien meilleurs ici. Eh bien, si on n'a plus d'autres questions, je propose qu'on passe à la dernière session de dessin de la soirée. Peut-être, vu que nos dessinateurs tristes ne sont plus que 3, on peut peut-être les accueillir, comme ça ils nous présentent leurs dessins pour cette dernière soirée. Ils ont été extraordinaires tout au long de cette nuit de conférence. C'était vraiment cool. Je vois Zélie qui arrive, formidable. Bienvenue Zélie. Prendre ton micro. Guillaume finit son dessin. Agatha également. Il y a une petite raconte-nous ton histoire, Zélie. Finition de dessin. Est-ce que tu veux qu'on fasse ton interview Quel est ton parcours pour devenir dessinatrice ? Alors moi j'ai fait des études scientifiques en fait. Donc je suis ingénieur et docteur en matériaux. Oh, comme moi. Ah oui, on a des choses en commun. Voilà, et je fais du dessin en freelance, du dessin scientifique. Et bah, très très bonne nouvelle pour la communauté des amateurs de dessin. En plus, les matériaux, polymères, un truc comme ça. Alors moi, c'était la métallurgie. Oh là là, mes diagrammes de phase. Exact. L'enfer. L'enfer, c'est les autres. Eh bien, ça va nous permettre de commencer par ce magnifique dessin
de Guillaume, Matrix. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Oui, on le voit à l'écran, tu peux donc le décrire avec la passion qui te caractérise. Oui, j'ai senti dans l'intervention de Flavien tout à l'heure qu'il avait en fait plusieurs choix. Il hésitait en fait entre les exoplanètes, exocomètes, on lui a proposé des choses, etc. Donc ça m'a fait penser pilule bleue, exoplanète, pilule rouge, exocomète. Finalement, peut-être Chili. Peut-être à choisir. Peut-être Chili. C'est également un truc qui se mange. Ça marche très bien. On passe à un dessin d'Agatha et son inspiration Seigneur des Anneaux. Alors, que je vous montre ça tout de suite. Le Seigneur des Anneaux féminin. C'est parti. Agatha. Je sais pas si j'assume en fait. Bien voilà, en direct devant 4 millions de personnes. Bah voilà, c'est ça. Non, mais voilà, on a parlé de naine brune entre les étoiles, les planètes, qu'il fallait pas dire que c'était des planètes ratées ou des étoiles moins que rien. Donc j'ai imaginé ce personnage un peu fier et prêt à en découdre. Voilà. Mais voilà, l'heure faisant, il y a des fois des choses explicables. Moi, j'aime beaucoup ta naine brune. Hein. Oui. C'est gentil, écoute. Et j'irai pas lui dire qu'elle est ratée. Elle a des arguments. Et en plus, tu es allé contre le syndrome nain balourd, ce qui est quand même pas mal. Mais oui, non, mais... Non, un dessin très réussi, s'il en est. Ils sont tous très réussis. C'est vrai. Alors, un autre dessin d'Agatha. Tu peux garder la parole comme ça. Alors, le temps que je vous le montre. Celui-là aussi est vachement réussi. C'est moins le Seigneur des Anneaux, mais en tout cas, pas que je vois à première vue. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on voit le dessin. C'est parce que voilà, il y avait cette citation qui disait que la présence de vie sur une planète changeait son atmosphère, tout ça, et j'ai trouvé ça sympathique. Du coup, j'ai présenté la seule planète que je connaisse, qui est la nôtre, et j'ai fait une plante avec une queue de baleine un peu pour voilà, il y a plusieurs formes de vie et que c'est grâce à la vie qu'il y a dessus que notre planète est ce qu'elle est. Donc voilà. C'est ce que je voulais représenter. Un message chargé en émotions. N'est-ce pas? C'est beau. À une heure avancée de la nuit, malgré tout. Qui s'intègre très bien dans ton agenda politique, finalement. Tu es défendu. On coche toutes les cases. Tout au long de cette soirée, c'est bien. Notre ministre de l'Enseignement supérieur sera partiellement satisfaite. Alors, un autre dessin, cette fois-ci. Agatha, mais tu as fait combien de dessins écoute, mais tu n'as fait que ça? 3. Bon. Voilà, encore un dessin. Bon, désolé. Celui-là était facile. J'ai hésité, c'est celui que j'ai fait vraiment à la fin. Mais c'est bien, il en faut un dernier et ce sera celui-ci. Voilà, donc j'ai fait la Ariel de Walt Disney, forcément, la petite sirène, et qui a envie d'aller toujours explorer de nouveaux horizons. Du coup, je trouvais que c'était rigolo. Partir là-bas, tout ça. Elle a les mêmes lunettes que le ukuléliste masqué. C'est un signe. Le côté rock'n'roll un petit peu de la même personne, une teinture et un changement de costume plus tard. Tout est possible. D'ici 2029. On ne sait pas où va nous mener cette soirée. Où va nous mener le ukuléliste masqué? C'était pas la queue d'Ariel. Ah non, c'est vrai que c'était celle du ukuléliste. Alors, Zélie. J'aime beaucoup ce dessin. Zélie qui est restée dans ce thème de la petite sirène, mais une petite sirène revisitée. Attention, elle apparaît sur vos écrans maintenant. Alors oui, je pense qu'on a la même référence. Quand on entend Ariel, on pense directement au dessin animé de la petite sirène. Donc j'ai fait une petite sirène de l'espace. Mais elle est vachement réussie en fait. Hein. Ouais. Comment ça en fait? Mais non, mais je pense à tous les détails. T'imagines pas quelqu'un designer une combi avec la queue comme ça? C'est la dernière, alors je me suis fait plaisir. Non, franchement. En plus, ça sert à rien parce que tu peux battre dans l'espace, mais il se passe que dalle. C'est sympa. Bon, très bien. Il est temps que ça se finisse également pour moi. On va finir sur un dernier dessin de Guillaume qui a mis la charrue avant les bœufs. Ça se voit. Je ne sais pas s'il assume, mais c'est quand même projeté en direct. Ouais, c'était un peu compliqué dans mon esprit là. Donc, d'après ce que notre intervenant précédent, donc en fonction de l'atmosphère des planètes, on pourrait détecter en fait s'il y a de la vie ou si la vie était apparue. Donc, dis-moi quelle atmosphère tu as, je te dirai si tu contiens de la vie. Mais bon, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, on analyse et l'étape 2, on fera de la déduction après. Bon, c'est un peu mélangé.
Je voulais dessiner un bœuf ou une vache. Donc voilà. Il y a du jeu de mots et des animaux. Ouais, On va pas se plaindre. Hein. Eh bien, c'est tout pour les dessins. De ce Ouais, soir. merci à tous les quatre. Valentine a dû partir, mais merci en tout cas à tous les quatre pour vos dessins. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? À la fête foraine de Jouy-en-Josas, tous les Voilà, samedis. vous avez fait des très beaux 18 h. dessins maintenant, mais est-ce qu'on peut voir vos dessins ailleurs? Alors, C'est sans pub. moi, principalement, c'est sur mon site, c'est zeli.fr, donc zelie.fr. Et puis après, il y a les liens vers les réseaux sociaux, tout ça directement dessus. Merci beaucoup. Pour ma part, c'est sur le site lenidepie.com, où c'est le site principal et là aussi qui renvoie vers les réseaux sociaux associés. Donc c'est là que je poste mes dessins le plus souvent. Le nid de pie. Guillaume. J'ai un compte Instagram où je poste quelques dessins plutôt personnels ou plutôt privés. Mais quand je fais la facilitation graphique, c'est aussi mon métier. Donc voilà, j'ai un site qui s'appelle sur acagnon.fr où je fais des dessins de façon plus générale. Alors, pas que l'illustration, mais aussi d'autres techniques. Voilà. Et je parlerai au nom de Valentine qui n'est pas là, mais vous la connaissez peut-être sous le nom Sciences de comptoir. Voilà. Donc si vous cherchez ça, vous tomberez sur son blog. Et vous aurez toutes les informations également. Sa chaîne YouTube est extrêmement drôle. Je vous invite vraiment à regarder. C'est très marrant. Ça parle de cailloux. Ça parle de cailloux. Et pas que. Mais pas que. Et c'est le pas que qui est intéressant. Parce que les cailloux, bon. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les trois et tous les quatre pour Valentine.